Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de presque 2 ans. Et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Pour ce 5e épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Clémence, avec qui on parle de grossesse difficile, de dépression prénatale, de difficultés à établir un lien avec son bébé, d'accouchement physiologique, de dépression postnatale, d'allergie aux protéines de lait de vache, de maison de naissance et bien plus encore. Salut Clémence! Salut Manon. Merci beaucoup d'avoir sauté le pas et de m'avoir envoyé ton histoire. Merci à toi. Alors, qui es-tu et d'où viens-tu ? Alors, je suis Clémence, j'ai 26 ans. Je vis actuellement à Grenoble, mais depuis peu. J'étais en Normandie avant, à Rouen. J'ai un mari, une petite fille et un bébé en route. Ok, que de projets. C'est ça. On va recommencer un petit peu plus loin. Comment as-tu rencontré ton mari ? Eh bien, on s'est rencontrés il y a super longtemps en fait, parce que ça fait plus de 10 ans. On était ados, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. Ah oui. On s'est rencontrés en vacances. En fait, j'étais en vacances avec mon père dans sa maison de famille parce que mon père était ami avec son oncle. On ne devait pas du tout se retrouver au même endroit et puis il y a eu des circonstances de vacances qui ont fait que on s'est retrouvés au même endroit et puis ça a été le coup de foudre. Il avait la coupe blonde à la Justin Bieber avant l'heure. Ça n'existait pas à l'époque, mais voilà, lui il l'avait et voilà, le coup de foudre et puis en fait on n'est pas restés très longtemps donc on n'a pas parlé, mais voilà. Et on a échangé nos MSN. Waouh. Voilà. Et donc, on est restés en contact. On est sortis plusieurs fois ensemble, mais bon, on habitait à 4 heures de route. Donc, ado, C'est limité, forcément. c'est ça. Et donc, voilà, on est sortis plusieurs fois ensemble. Et puis, on a eu aussi d'autres histoires. Et puis, bah, en fait, il y a maintenant 3 ans, 4 ans, je sais plus. On s'est remis ensemble et puis plus définitivement quoi et puis voilà, c'était lancé, c'était parti. Et en cumulé, tu dirais que vous avez été ensemble combien de temps depuis le tout début, depuis que vous avez 13 ans ? Au tout je sais pas, peut-être Question piège. ouais, c'est ça. Je dirais peut-être 5-6 ans. Ouais, donc Quelque chose vraiment comme un ça. gros pointillé. Ouais, bah, à chaque fois, on était ensemble peut-être 2-3 mois, mais voilà, on se voyait même pas forcément à chaque fois parce que, bah, quand tu es ado et que tu habites à 4 heures de route et que tu es pas motorisé, Forcément. voilà. Et une fois que vous vous êtes mis ensemble définitivement, Ouais. vous avez vite parlé d'enfants ? Oui, du coup, en fait, nous, bah, vu notre histoire, vu qu'on avait été ensemble, je sais pas, peut-être 10-15 fois, on s'était dit, voilà, là, si on se remet ensemble, parce qu'à chaque fois qu'on se mettait ensemble, évidemment, il y avait une rupture. Donc c'était douloureux. Et on n'avait pas envie de revivre à nouveau ça. On voulait être sûr que si on se mettait ensemble, on se mettait vraiment ensemble. Et donc, on a tout de suite, en fait, abordé les gros sujets. Comme nous, on se connaissait depuis longtemps, on n'avait pas ce truc de oui, mais en fait, faut que je lui plaise Ouais. et on n'était plus là-dedans, en fait. On savait qui on était et on voulait juste être sûr qu'on était sur la même longueur d'onde. Ouais, que vous Du vouliez coup, les mêmes choses. ouais, exactement. Donc on a eu des grandes discussions, on a fait des grandes balades de plusieurs heures sur tout ça, en fait,
le mariage, sur les enfants, sur tout. Et, euh, et du coup, on en a parlé tout de suite, donc c'était un peu dit qu'on en aurait. Après, Arnaud, il était pas, à la base, il n'était pas sur cette lancée-là. Lui, à la base, il voulait pas se marier, il voulait pas avoir d'enfants. Du coup, il y a eu 6 mois entre le moment où on a repris contact et le moment où vraiment on s'est mis ensemble définitivement. Et je pense que pendant cet intervalle, lui, il a beaucoup réfléchi à ce qu'il voulait avec moi. Et du coup, il m'a dit que même si à l'origine, le mariage, les enfants, c'était pas forcément comme ça qu'il se voyait, bah, en fait, avec moi, ça lui paraissait évident et truc hyper cucu et gnangnan, mais c'était gentil. Mais c'est trop Et mignon. donc, ouais, et donc, voilà, finalement, bah, voilà, on était d'accord que ce serait peut-être pas tout de suite, mais que c'était ça le projet à long terme, enfin plus ou moins long terme. Au final, c'est Ouais. pas long, mais voilà, c'était ça le projet quand même. Et là, à ce moment-là, t'avais quel âge? J'avais, j'avais 21 ans, presque 22 ans. Vous avez lancé les essais rapidement, du coup, après? Ben, ensuite, il m'a demandé en mariage. On a fait des fiançailles un peu officielles. Ensuite, on a préparé le mariage et puis, on a lancé les essais un peu avant notre mariage. Moi, je voulais pas lui mettre la pression, sachant qu'il avait un peu changé d'avis pour moi. Du coup, je voulais pas que ça se lance de moi. Donc, Mmh. il était au courant que moi, j'étais prête et en fait, voilà, j'attendais, que lui me dise, «Allez, c'est parti». Heu et du coup, on a lancé les essais, quelques mois avant le mariage, heu, moins de 6 mois avant, je sais plus combien exactement, mais quelque chose comme ça. Parce Toi, que ça te gênait pas d'être enceinte, en même temps que le mariage? bah, je voulais pas être, trop avancée parce que, j'avais déjà choisi ma robe, 1 an avant le mariage. Ah Donc oui, organisé. donc en fait, fallait que je rentre dedans. Mais C'est mieux. donc je voulais pas non plus être trop, trop enceinte, mais en début de grossesse, ça me gênait pas et puis je me disais que ça allait prendre du temps et puis, à la base, on s'était dit plutôt après le mariage et puis en fait, même lui, il s'est pris à son propre jeu et au final, il a vraiment eu envie qu'on se lance, avant, il m'a dit: «Non, mais en fait, on s'en fiche, c'est pas grave si tu es enceinte au mariage». Voilà. Et alors, comment tu as su que tu étais enceinte? Eh bien, alors déjà, alors moi, je suis réglée très, très régulièrement. J'ai des cycles courts et puis, je suis un peu, contrôle fric. Donc, j'ai tout de suite fait des courbes de température, je savais exactement quand est-ce que j'ovulais, voilà. Ah oui, tu étais à fond Ouais. dedans. Et OK. donc du coup, je savais très bien quand est-ce que mes règles devaient arriver, limite à la demi-journée près. OK. Parce que voilà, j'ai un corps qui fonctionne comme ça, j'ai de la chance. Et en fait, la veille, de faire le test, j'avais du reflux et j'en ai déjà d'habitude, mais vraiment, là, c'était vraiment vénère. Je me suis dit: «Ah, c'est bizarre quand même, pourtant je suis pas stressée, bon». Ça m'a mis la puce à l'oreille et comme Mmh. de fait, bah, le lendemain, j'ai fait un test et il était positif. Ah oui, tu as eu des symptômes hyper tôt? Oui, 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 en fait, bah, ouais, ça en fait, c'est un symptôme que j'ai déjà d'habitude, dans ma vie normale, mais du coup, il a été vite accentué, en fait. Mais de manière générale, en fait, ma grossesse s'est vue très, très, très vite. J'ai tout de suite pris du poids, pris du ventre, pris des seins, ça se voyait tout de suite. OK. Et comment tu as annoncé ça à Arnaud? Vous avez fait le test Non, ensemble? j'avais fait, le test caché, il était pas là. Parce que je voulais lui faire ma petite annonce, hyper, scénarisée, et donc je lui ai écrit une lettre, du bébé, enfin comme si le bébé lui avait écrit une lettre, disant que, on allait avoir un nouveau colocataire, dans, 9 mois et que,
fallait faire de Non, la j'ai fait place. pareil. C'est marrant. Et du coup, je l'ai mis dans notre boîte aux lettres et c'est toujours lui qui va chercher le courrier et en rentrant, il va pas chercher le courrier, heu, évidemment et donc et donc je lui dis: «Mais tu es allé chercher le courrier?» et il me dit: «Non, non, non, mais j'y suis allé ce matin, c'est bon». «Non, mais tu devrais vraiment aller chercher le courrier!» Je tiendrai pas une journée de C'est plus. ça et donc je l'ai limite en fait, on s'est limite, engueulés. Il comprenait pas pourquoi, je lui prenais la tête sur le courrier, quoi et donc au final, en fait, il se pose avec la lettre, il l'ouvre, il me regarde bizarre et il lit la lettre et je vois bien, il freeze, quoi. Il s'arrête complètement et je me suis demandé, si ça allait et en fait, il a les larmes aux yeux qui montent tout de suite, il devient tout rouge, il était super ému, hyper content. Il a pleuré, on s'est pris dans les bras. C'était vraiment très, 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 très émouvant et un super moment, vraiment comme dans les films, quoi. Trop mignon. Et cette grossesse, comment elle s'est passée? Ah bah si tout avait pu se passer aussi bien que l'annonce, ça aurait été bien. Mais non, ça aurait été trop facile. Non, ça a été quand même vraiment très, très difficile. Moi, je suis professeure des écoles et du coup, j'ai un métier, assez, où on est beaucoup debout, où on marche beaucoup et voilà et dès le début de ma grossesse, j'ai fait des malaises. Donc je tombais dans les pommes, tout le temps. C'était très Ah pratique ouais. et en plus, j'avais de la route. Donc du coup, j'ai vite, été arrêtée suite à un malaise à Ikea. Heu, ma médecin m'a arrêtée. OK. Et du coup, j'ai pas travaillé. Enfin, au début, j'étais en vacances et puis après, j'ai repris 3 jours, quoi Et et ça, c'était au bout de combien de temps de à quel temps? bah, j'étais même pas à 3 mois. J'ai fait des petits malaises. J'en ai fait, au bout dès, 1 mois et demi, je dirais, de grossesse. Ah ouais, super tôt. Ouais et bah, en fait, déjà à 8 semaines, 7-8 semaines, je crois, je rentrais déjà plus dans mes pantalons du tout. Je les fermais plus du tout. OK. Enfin, c'est voilà, j'ai eu une grossesse qui s'est tout de suite, bien installée. Il y avait pas de C'était doute, là. c'était là et et puis oui, du coup, je faisais des malaises, donc j'ai été arrêtée et puis ensuite, dès le 4e mois, j'ai eu des contractions, donc j'ai été arrêtée toute ma grossesse et au final, ça a pas fait bouger mon col, donc c'était pas, dangereux pour la grossesse, mais moi, je l'ai très, très, très mal vécu. J'ai fait une dépression prénatale. Heu, c'est pas un c'est on connaît souvent plus la dépression du postpartum, mais Ouais. en fait, ça existe. C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est heureuse et en fait, je vivais très, très mal, la sensation d'être handicapée. Je suis quelqu'un qui est très, très, très active. J'aime faire beaucoup de choses, je bouge tout le temps et là, en fait, je pouvais plus rien faire. Si je me levais, 1/4 d'heure, 20 minutes, je faisais un malaise. J'avais des contractions tout le temps, donc je devais me reposer. Heu, je pouvais rien faire. J'étais fatiguée évidemment, comme tout le monde, heu et voilà. Du coup, c'était très difficile pour moi d'accepter en fait, de lâcher prise et de moins en faire en fait, de pas pouvoir faire tout ce que j'aurais voulu faire. Ouais, surtout pendant aussi longtemps au final. C'est ça. Oui, parce que du coup, ça a duré, bah, toute ma grossesse en fait, enfin quasiment, dès 1 ou 2 mois donc c'était long, c'était long, Ouais. c'était très long Et tu comme étais grossesse. suivie, pour cette dépression? Oui, en fait, moi j'avais déjà fait une dépression, donc j'ai tout de suite compris que ça allait pas. J'ai reconnu les symptômes et C'était je quoi ces symptômes? bah, j'avais plus envie de rien. Bon, je pleurais tout le temps déjà, mais bon ça, c'est la grossesse aussi, et puis surtout, j'avais vraiment envie de rien. Heu, j'étais fatiguée, mais il y avait la fatigue de grossesse, mais par exemple, il y a pas eu au 2e trimestre, le glow,
je sais pas ce que c'est, quoi. Enfin, Ouais. ça n'existe pas. Il y a jamais eu de remontée dans la grossesse. Il y a jamais eu de moment où ça allait mieux. Mmh. Heu, J'avais qu'une envie, c'était d'accoucher et que ce soit fini. Et du coup, oui, je suis allée voir, mon psychiatre qui m'avait déjà suivie, en fait, pendant ma première dépression et heu et qui m'a dit qu'effectivement, voilà, bah, c'était reparti, quoi. Donc je faisais des crises d'angoisse, heu, heureusement, je l'ai pris à temps. Donc au moment où j'ai commencé à avoir des symptômes un petit peu plus costauds, heu, moi, rapidement, en fait, quand je suis en dépression, je fais des crises d'angoisse et puis rapidement, quand ça commence à aller vraiment mal, je me mets à avoir des hallucinations d'abord auditives et puis là, c'est pas allé jusqu'aux hallucinations visuelles donc parce que je l'ai pris à temps. Mais pendant les crises d'angoisse, j'ai des hallucinations et donc là, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite réagi en me disant: «Non, on va pas repartir là-dedans» et Ouais, tu j'ai savais. consulté. Ouais. Mmh. Et au-delà de ce suivi professionnel, comment tu étais entourée pour, cette grossesse-là? Très bien par mon mari, qui a été, vraiment, au top. Heu, il a été très, très, très présent, et pour tout gérer, concrètement et puis, psychologiquement pour moi m'aider. Par contre, autour, dans l'entourage, c'était plus difficile parce que, moi je suis la 1re de mon entourage, heu, à avoir, un enfant et du coup les personnes des autres générations, ma maman par exemple, pour elle c'est génial d'être enceinte. En fait, elle voudrait être enceinte toute sa vie Mmh. et du coup elle arrivait pas à concevoir que je puisse, pas bien vivre ça et du coup elle me disait: «Mais c'est pas grave, ça c'est des petits maux de grossesse, tout va bien donc ça va» et Ah oui, elle minimisait complètement ce que tu ressentais, en complètement, fait. complètement. Et en fait, moi, ça m'aidait pas parce que du coup, j'avais l'impression que c'était parce que j'étais une chochotte et c'était pas ça, c'était juste que c'était tout un changement, psychologique et que c'était difficile à vivre Et et à surtout, gérer. chacun le vit comme il peut. C'est J'allais dire ça, comme il veut, mais non, comme il peut. c'est ça, oui. C'est ça et du coup, j'avais vraiment des sentiments un peu, contradictoires parce que j'avais beaucoup de mal à, faire du lien avec mon Ouais. bébé parce que, quelque part, je lui en voulais un peu de me mettre dans cet état-là. J'avais l'impression d'être malade tout le temps et en fait, si elle avait pas été là, bah, j'aurais pas été malade Mmh. et en plus, j'avais des contractions, quand même vraiment beaucoup. J'étais suivie pour ça, très régulièrement et au final, il se passait rien mais ça me donnait, enfin, le corps médical me disait, «Faut vraiment, vraiment pas accoucher maintenant». Et concrètement, mon cerveau savait bien que non, faut pas accoucher maintenant et voilà. Mais moi, j'avais qu'une envie, c'était d'accoucher. À 6 mois, j'en pouvais déjà plus, comme si j'étais, déjà à 9. C'était, si elle Ouais. était sortie, j'aurais été soulagée. Évidemment que j'aurais été inquiète et évidemment que c'était pas ce que je voulais en vrai. Mais il y avait quand même une partie de moi qui aurait bien aimé accoucher parce Mmh. qu'au moins ça aurait été fini. Ça devait te donner un sentiment de culpabilité énorme en même temps. Énorme, énorme, terrible. Je pouvais pas tellement en parler, à part à mon mari. Mais sinon, c'était difficile à concevoir parce qu'enceinte, on est là pour protéger son bébé et en fait, tout repose déjà sur nous. On nous dit tout le temps, on nous demande nos sensations, on nous demande, ce qui va, ce qui va pas. C'est à nous de savoir déjà Mmh. tout le temps. Déjà, on ne sait pas Ouais, c'est et clair. quand en plus de ça, beh, en fait, au fond de nous, on n'a qu'une envie, c'est qu'en fait, si les contractions, elles s'accélèrent et que j'accouche là maintenant et ben, c'est horrible parce qu'évidemment qu'on est tiraillés, en fait et ouais, c'est très, très culpabilisant et ça aide pas forcément, à aller mieux. Et ça, tu as pu en parler à quelqu'un ou pas du tout? Tu as dû le garder pour toi? J'en ai un petit peu parlé à mon psy
Mais au final, euh, je pense qu'il était peut-être pas la personne à qui, enfin, le professionnel adapté Hmm. par rapport à ce moment-là. Et il n'était pas forcément hyper formé en périnatalité, je pense. Et du coup, j'en ai un peu parlé, donc ça m'a fait du bien de le dire. Mais, mais pas plus que ça, parce en fait, tout le monde part du principe que, évidemment, on n'a pas envie d'avoir les contractions et évidemment, euh, ça va, en fait. Si notre bébé va bien, nous, on va forcément bien. Ouais, c'est toujours le bébé. C'est ça. Ouais, je vois. Et à un moment, t'as réussi à sortir un peu la tête de l'eau de tout ça ou pas du tout? Non. En fait, mon psychiatre me disait que fallait que je m'accroche jusqu'à l'accouchement. Et en fait, je suis restée sur cette idée-là en me disant, en fait, je comptais les semaines, les jours pour jusqu'à accoucher, en me disant que voilà, j'avais encore ça à tenir. Et je me disais pas ah il reste plus que ça ou ah c'est bien parce que au moins si elle naît maintenant, ce sera moins grave. C'est surtout que je me disais il reste plus que ça au maximum enceinte. Hmm. Et Ouais. quoi qu'il arrive, dans tant de temps, je serai plus enceinte. Et, euh, et en fait, je tenais comme ça, en me disant que il y avait une fin, de toute façon, et que voilà, ça arriverait à un moment. Ça m'a fait beaucoup de bien de commencer la préparation à la naissance, du coup, parce que c'était concret. Ouais. Et j'avais besoin de reprendre un peu le contrôle sur tout ça. Je faisais beaucoup de listes, j'avais un rétro-planning, euh, tout ce que pouvais maîtriser. J'essayais de le maîtriser parce que je perdais le contrôle sur tout le reste. Ouais. Et je reviens un petit peu sur toutes les contractions que tu as depuis le 4e mois. T'étais en menace d'accouchement prématuré ou juste t'avais Non, beaucoup de contractions? non, j'ai jamais été en menace d'accouchement prématuré parce que ça a jamais fait bouger mon col. J'avais juste beaucoup de contractions. Euh, donc, je me rappelle qu'à 6 mois, j'en avais une vingtaine par jour de contractions, Ah oui. euh, la plupart douloureuses. Alors, très légèrement douloureuses, hein, mais suffisamment pour être gênée, avoir du mal à respirer, voilà. Et puis c'est épuisant en plus. Oui, c'est très fatigant. Et, et en fait, du moment où j'ai commencé à avoir des contractions jusqu'au moment où j'ai accouché, ça n'a fait que s'accélérer. C'est-à-dire que j'avais de plus en plus de contractions, euh, de plus en plus douloureuses, sans que ça agisse spécialement sur mon col, mais ça me maintenait quand même dans un climat un peu anxiogène parce que j'étais très surveillée forcément Oui. pour être sûre que ça n'agisse pas justement Mm. sur le col. Et tu devais t'attendre à accoucher quand même assez rapidement avec tout ça, même si ça bougeait pas le col, non? Oui, oui, on m'avait dit que probablement j'accoucherais rapidement. On m'avait quand même parlé du fait que parfois les femmes qui ont des contractions tôt ou qui font une menace d'accouchement prématuré accouchent vraiment très tard parce qu'elles ne veulent pas lâcher le bébé. Mais moi, je me disais, avec mon envie d'accoucher, Pas ce forcément, problème-là. je vais accoucher dès qu'on va me donner le go, ce sera bon. Surtout que ma fille était vraiment descendue dans mon bassin. J'avais vraiment tous les symptômes. Mm. Dès 35 semaines, je faisais du faux travail tous les soirs pendant plusieurs heures. Wow. Vraiment douloureux à être plié en deux. Un vrai faux travail avec des contractions rapprochées, 3 à 5 minutes, et rien. Rien du tout. Jusqu'à Rien du quand? tout. Rien du tout jusqu'à 41 plus 2. Waouh. Ouais, c'était long. 1 mois et demi comme ça, c'était long. Oui, parce que du coup, toi, t'attendais dès 37 semaines, tu te disais go, on y va quand Ouais. tu veux, quoi. Bah, même un peu avant, à l'hôpital, il m'avait dit,
à 36, je crois, il m'avait dit: «C'est bon, vous êtes plus obligés de rester allongés, allez-y, vous pouvez vivre normalement, c'est bon». Et donc moi, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde, donc je m'étais lancée, voilà, je faisais tout, tout ce que je pouvais faire, je le faisais et ça a rien fait du tout. Il y a vraiment pas de méthode miracle, hein, Non, non, c'est pour terrible. déclencher. OK, et cet accouchement, est-ce qu'il a été un peu plus facile ou mieux vécu en tout cas que la grossesse? Oui, oui, vraiment l'accouchement, c'était, vraiment, à la hauteur de mes espérances, Tu espérais quoi toi? alors moi, j'avais envie d'un accouchement physiologique, sans péridurale, en salle nature, avec, mon mari qui serait très, très impliqué dedans. Et du coup, on a fait une préparation en conséquence. On a choisi une préparation, avec la méthode Bonaparte. Tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Ouais, du coup, c'est, une méthode qui implique énormément le papa, où, le papa, il est vraiment, coach, sportif. On se prépare à l'accouchement comme on se prépare à une épreuve sportive. Il y a des exercices de respiration, il y a des points d'acupression, donc Arnaud, il appuyait à certains endroits de mon corps, avec ses doigts, heu et en fait, ça créait des douleurs qui permettent de, troubler le cerveau et de délocaliser la douleur, Mmh. et de stimuler aussi la production d'endorphines et tout ça. Il y a aussi, des massages et puis la sage-femme qui nous faisait ça, elle faisait aussi de la sophrologie. Donc du coup, c'était bien parce qu'on était prêts et moi, je me sentais vraiment, prête et je vivais ça vraiment comme un défi. Heu, je me suis sentie, pour une fois, j'avais quelque chose que je pouvais faire. Ouais, un peu pour, contrebalancer la grossesse. C'est exactement ça. J'avais besoin de prendre ma revanche, en fait, sur tout ça et de reprendre le contrôle de mon corps, ma vie, j'avais choisi consciemment j'avais choisi consciemment d'abandonner mon corps à mon bébé et de garder juste mon cerveau parce qu'il y avait que ça que je pouvais maîtriser Ouais. et là, c'était le moment où je pouvais récupérer mon corps. C'était hyper important pour moi et du coup, c'était très difficile aussi de voir, tout ce temps, où, c'était repoussé, on avait des faux espoirs, et où en fait, bah, j'accouchais pas. On a eu le Oui, parce que tu rendez-vous. avais quand même ton travail tous les soirs Oui, ouais, de tout le temps jusqu'à 41+2. c'est ça et donc on a mis en pratique, tous les exercices du coup. Heu, c'est bien, j'avais eu de l'entraînement. Pour le coup. C'est ça et au final, au rendez-vous de terme, j'ai demandé un décollement des membranes. Mon col était un petit peu ouvert donc ils m'en ont fait un et ça s'est lancé, le lendemain soir. Heu et là, j'ai su que c'était pas comme d'habitude. Du coup, j'ai mangé beaucoup de pommes de terre et mon mari est allé se coucher, en se disant, que voilà, j'aurais besoin de lui après et que j'allais avoir besoin qu'il soit en forme. Moi, j'ai essayé de me reposer mais impossible, parce que j'ai tout de suite eu des contractions, rapprochées, à 5 minutes, enfin, ouais, un bon 5 minutes, mais quelque chose comme ça. Mais bon, ça, j'en avais tous les soirs. Mais celles-là, elles étaient pas pareilles et du coup, j'ai fait mes petits exercices de respiration, de vocalisation et puis la nuit, commence, donc j'ai mangé beaucoup de patates parce que j'avais vu qu'il fallait, prendre des féculents pour tenir, la distance, et l'effort sportif.
Et puis j'en avais eu envie toute ma grossesse, donc voilà. C'était Et raccord. c'est ça. Et du coup, je gérais, comme je pouvais en regardant une saison au zoo en pleine nuit, sur mon canapé. Les contractions se rapprochaient quand même bien, et surtout elles devenaient vraiment plus intenses, j'avais du mal à gérer. Donc j'ai décidé d'aller réveiller Arnaud parce que, j'avais besoin de lui, pour qu'il m'aide à gérer. J'avais beaucoup de contractions. Elles étaient rapprochées depuis 18h30, donc je me disais que c'était le bon moment. Je commençais à avoir du mal à gérer, donc je me suis dit que c'était le moment d'aller à la maternité parce que je commençais à avoir peur du trajet, en fait. Je T'étais me loin? suis dit que la voiture, ce serait difficile. Non, j'avais pas beaucoup de trajet. J'avais, 20 minutes, mais en plus, on était en plein premier confinement, donc il y avait personne sur la route Ouais. et du coup, non, il y avait pas beaucoup de trajets, C'était quoi le protocole mais c'était de la stressant. maternité? Alors justement, ce protocole, il changeait tout le temps. En fait, on était au début du premier confinement, j'ai accouché le 28 mars, donc c'était vraiment le début du premier confinement et 3 jours avant, mon mari devait pas pouvoir être là, à la maternité. C'était le moment où on avait interdit les papas aux accouchements. Donc c'était absolument inenvisageable. On s'était préparé entièrement là-dessus. Ouais. C'était à peu près le seul truc dont j'étais sûre, il serait là. Heu et heureusement, ça a changé, 3 jours, voilà, 3 jours avant que j'accouche. Donc le protocole à ce moment-là, on arrivait, heu, j'entrais toute seule dans la maternité pour faire l'admission, aux urgences, le monitoring et en fait, tant qu'ils étaient pas sûrs que j'étais en travail actif, le papa pouvait pas me rejoindre. Or, quand je suis arrivée, mon col, il était toujours, comme, 2 jours avant au, rendez-vous de terme. Enfin, il avait un peu raccourci, Après mais c'est tout. toutes ces heures de contraction, Oui, autant rapprochées, il avait quasi pas bougé? non Waouh! et c'était des vraies contractions, à devoir vocaliser, au point que, la dame qui m'a accueillie aux urgences, elle m'a dit, «Mais vous avez quand même beaucoup de contractions là?» d'un air inquiet, de se dire: «Est-ce qu'elle va pas accoucher dans la salle d'attente?» Ouais. hem et non, manifestement non. Donc en fait, ils m'ont fait un monitoring, et puis ils ont attendu, une bonne heure avant de recontrôler, voir si le col bougeait. Il avait bougé, mais très peu, il devait être, à 2 ou quelque chose comme ça. Donc je suis arrivée moi donc toujours à 1, hein, et au final, du coup, ils m'ont proposé, soit de rester, la salle nature était disponible, la baignoire aussi, soit de rentrer chez moi, si je préférais. J'avais pas de bain chez moi, donc je suis restée. Et Arnaud, il attendait tout ce temps-là en bas? Dehors, oui, Dehors? c'est OK. ça. Dehors, en pleine nuit, et moi j'essayais de le je le j'ai on était au téléphone, heu, pendant ce temps-là, mais il était très inquiet. Il m'a dit Mmh. après que, ouais, il aurait aimé être là, il était pas très bien. Et à partir du moment où tu as décidé de rester, il a pu te rejoindre ou pas encore tout de suite? Oui, en fait, ils l'ont installé dans la salle nature et ensuite moi, ils m'ont transférée et voilà. Du coup, après, on était ensemble, tout le temps. Et alors? Et alors, et ben, ça a continué, comme ça, c'est-à-dire que ça dilatait pas. Moi, j'avais beaucoup de contractions, au point que les sages-femmes, à un moment sont venues me voir et m'ont dit: «Mais, ça contracte toujours comme ça?» «Oui». J'avais pas le monitoring en continu, je l'avais à certains moments et en fait, j'enchaînais 2 contractions d'environ 1 minute sans redescendre complètement entre les 2. Puis j'avais 1 minute de pause et ça recommençait. Oh. Et Voilà tu as jamais remis et en cause, ton projet à ce moment-là, quand tu voyais que ça n'avançait pas et
Alors pas à ce moment-là. J'étais vraiment, déterminée et j'ai abordé mon accouchement vraiment comme un combat et j'avais décidé que je gagnerais, en Ouais. fait et je sais pas enfin si, sur le moment, je savais pas pourquoi. Maintenant, je me rends compte que c'est parce que, la grossesse, m'avait tellement fait perdre le contrôle que j'avais besoin de contrôler ça Mmh. et que sur la douleur, je pouvais gagner. Sur le reste, non, mais là-dessus, je pouvais et du coup, au final, on n'a pas tellement utilisé, les techniques de Bonaparte parce que ça me parlait pas sur le moment. On n'a pas tant utilisé le bain que ça non plus parce que ça me faisait, faire des malaises. Donc en fait, je suis restée assise sur le lit, heu, à mitrailler le mur du regard. Heu, les sages-femmes, me regardaient d'un air de dire: «Elle va le trouer». Hem et puis ils nous ont fait marcher un peu, j'ai pas marché beaucoup, mais ça a duré longtemps. Je vomissais, enfin bon, Tu avais c'était fait un un peu combat de volonté, en fait. oui, vraiment, vraiment, j'avais décidé que ce serait comme ça et je suis très têtue et Oui, manifestement. oui, vraiment très têtue et en fait, j'ai quand même douté à un moment. En fait, mon échelle de douleur personnelle, je mets le 10 à je pense que je vais mourir. Pas, le: «Oh là là, je vais mourir». Le vrai: «Je pense que je vais mourir. Sérieusement, mon cœur va lâcher». Mmh. Et j'étais à ce niveau-là, vers, 11:00, sauf que j'étais toujours à 4. Donc là, je me suis dit: «Bon, OK, sauf que si je meurs, Arnaud, il va se retrouver tout seul avec notre enfant et c'est pas sympa pour lui». Ah, Et c'est en fait, très pragmatique. oui et vraiment, j'avais pas du tout peur de mourir. C'est très bizarre parce que je l'ai pas du tout mal vécu, d'avoir, la sensation de mourir. J'ai pas eu peur de mourir, j'ai eu juste la sensation, c'était un fait: «OK, je vais mourir». Je pense que j'étais bien préparée à psychologiquement, du coup, à l'intensité de douleur et j'ai pas eu peur, mais par contre, en fait, j'ai paniqué au moment où j'ai réalisé que j'allais laisser Arnaud tout seul. Tu l'as verbalisé, ça? Oui, je l'ai dit à un moment et lui, ça l'a fait énormément paniquer parce que c'est une grosse peur pour lui, la mort en couches et du coup, il s'est dit, enfin, il s'est vu me perdre, en fait Ouais. et je l'ai verbalisé et du coup, quand j'ai vu qu'il paniquait aussi, là, j'ai dit: «Bon, je suis à 4, il me faut la péri parce qu'en fait, je vais mourir et lui, il va pas s'en sortir, il va pas se relever». Donc j'ai pris la péri pour pas mourir. Voilà. Donc j'ai voulu prendre la péri. Sauf que le temps qu'on me trouve une salle, qu'on m'amène dans la nouvelle salle, que, l'anesthésiste arrive, la sage-femme, qui, a fait en sorte que Arnaud puisse rester avec moi, super sympa d'ailleurs. L'anesthésiste a juste eu le temps de faire, l'anesthésie locale, et puis en fait, j'ai rompu la poche, qui avait pas été rompue jusque-là et là, la sage-femme a dit: «Ah!» un petit «ah» comme ça et elle a regardé et donc en fait, en 1 heure de temps, j'étais passée de 4 à 10. Waouh! Ah ouais! Voilà. Je pense, avec le recul, que c'est parce que je tenais trop. J'étais trop dans le combat et dans le contrôle et du coup, je me lâchais pas et donc ça dilatait pas et au moment où j'ai lâché, où j'ai dit: «OK, c'est pas grave, péri» et ben, c'était parti. En fait, toi, tu as fait ta phase de désespérance à 4, pas à 6-8 C'est comme ça, on peut le dire d'habitude, mais à 4 c'est et exactement après, ça, tout s'est ouvert c'est d'un coup. exactement ça Waouh! et en fait, avec le recul,
Si les sages-femmes n'avaient pas été débordées et peut-être avaient eu plus l'habitude des accouchements physio, euh, elles l'auraient que j'étais en phase de désespérance parce que ça poussait déjà depuis 1 heure, au point que j'allais aux toilettes à répétition en disant mais si, mais c'est pas possible. Je me balançais accroupie au bord du lit. J'avais plein de signes qui montraient que c'était là. Mais seulement elles me répétaient que j'étais à 4 et que c'était pas maintenant. Ouais, elle se fiait juste à ton Ce qui est normal, stade hein. À 4, c'est improbable. Oui. Mais en vrai, 1 heure après, j'étais à 10. Donc au final, t'as pas eu du tout la péri. Non, T'as du été coup, j'ai pas eu la anesthésiée péri. localement et c'est tout. C'est ça. Du coup, elle m'a dit, bah, vous êtes à 10, on s'installe maintenant. Euh, vous allez pas avoir la péri. Et donc moi, j'étais, ah, trop bien, génial. Et t'avais encore cette sensation que t'allais mourir ou pas du tout? C'était parti. Non, là, du coup, c'était parti. Je pense que le soulagement de me dire, bon, bah, c'est fini, en fait, et c'est déjà bien ce que j'ai fait, eh bien, ça m'a libérée et j'avais plus la sensation de mourir. Par contre, j'avais la douleur qui était plus intense suite à la rupture de la poche des os, encore plus intense. Donc, j'ai dépassé 10. Au maximum, je suis allée à 14 sur 10. Mais je refuse de réajuster mon échelle parce que je trouve que la sensation de mourir, ça vaut bien un 10. Oui, oui, c'est sûr. Donc, au final, elles n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit, même pas de me mettre le brassard de tension ou de brancher la perf ou quoi que ce soit, ni le monito, rien. Parce que bah, c'était là maintenant, en fait. J'ai accouché tout de suite. Ah oui, t'as même pas eu de latence entre le moment où t'étais à 10 Non. et le moment où t'as poussé. Tu Non. sais, souvent, on laisse un peu de temps Ouais. pour que le bébé descende. Et là, c'était pas du tout le cas. Bah là, ça faisait déjà 2 heures en fait que je me balançais, que ça poussait, donc je pense que elle était déjà descendue. Elle Ah avait oui, bah oui. commencé avant en fait, je pense. Je suppose. Et Quand elle a décidé de sortir, ah bah elle a mis le c'est temps, ça. mais C'est ça. Elle a du mal à se décider, mais une fois qu'elle y est, elle y est, hein. Et finalement, il y a eu plusieurs choses un peu bizarres pendant la poussée, enfin que je connaissais pas. Moi, j'avais demandé à ce que le plus possible on évite l'épisio. Et la sage-femme, déjà, a utilisé du savon pour lubrifier, en fait. pour faire glisser. Ouais, parce que ma fille avait une très très grosse tête. Elle m'a avoué après, la sage-femme, qu'en voyant les mesures et en voyant ma morphologie, je suis assez fine, elle pensait que ça passerait pas. Et sur le moment, elle pensait vraiment que ça passerait pas, en fait. Et Mais t'as fait confiance. ouais, elle m'a fait confiance et elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a massé, elle a mis du savon. Je pense qu'elle aussi, elle avait envie de se dire, «C'est possible», en fait. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, elle, bah, moi aussi, je dois faire tout ce que je peux. Et j'étais vraiment reconnaissante de ça. Pour s'il y avait une épisio, qu'elle puisse aussi se dire qu'elle avait tout essayé et la justifier pour de vrai, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ils ont vraiment tout fait pour essayer de respecter notre projet de naissance, le plus possible. Et c'est vraiment super parce que c'est un CHU, donc c'est pas forcément les milieux qu'on recommande le plus quand on veut faire un accouchement physio, parce que ils ont l'habitude aussi des grossesses pathologiques et c'est compliqué. C'est pas ce dont ils ont le plus l'habitude. Et pour autant, ils ont vraiment été au top. C'est chouette. Ouais. Et elle m'a même demandé, en fait, de pousser entre les contractions. En fait, normalement, on pousse quand on a une contraction. Sauf que moi, la contraction, elle m'amenait déjà à 13 sur 10. Et pousser, ça m'amenait à 14 et j'y arrivais pas, en fait. Ça me tétanisait complètement. Et du coup, je faisais n'importe quoi. Je me rendais bien compte que je poussais pas correctement, mais j'étais incapable de faire autrement. Et du coup, elle m'a dit, c'est pas grave, vos contractions, elles sont très efficaces. Donc, on laisse la contraction pousser. Par contre, dès que la contraction s'arrête, vous prenez le relais et vous poussez. Et donc, en fait, j'ai fait un relais entre mes contractions et moi qui pousse.
et je l'ai sorti comme ça. Et c'est resté supportable du coup? Enfin supportable. Supportable, Oui, pour oui, un du coup, accouchement c'était sans péri, faisable. mais Oui, du coup, c'était supportable parce que, il fallait que je reste à 13 en fait. Au-delà de 13, c'était plus tolérable et ça a permis aussi à mon mari d'aller la chercher, c'est ce qu'il voulait. Donc c'est lui qui l'a sortie, il a fait un accouchement à 4 mains et qui l'a posée sur mon ventre. impliqué Arnaud. Oui, il avait très, 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 très envie de s'impliquer et en fait, en parlant tous les 2, on se dit souvent que moi j'ai eu le rôle, qui, habituellement est un peu associé, aux hommes et lui, suit aux femmes. En fait, il a fait beaucoup de liens pendant la grossesse. Il jouait beaucoup, à travers le ventre, il faisait écouter de la musique, des choses comme ça et puis, à la naissance, en fait, il l'a reconnu immédiatement. Heu, il était déjà amoureux d'elle, en fait et il l'a juste reconnue comme s'ils se connaissaient déjà et enfin ils se voyaient. Ouais, pas toi? Non, moi non. Moi j'étais très soulagée que ce soit fini, l'accouchement. J'étais contente de moi, mais j'ai pas du tout eu de vague d'amour, j'ai pas eu de bouleversement, rien. Tu J'étais étais juste soulagée. heureuse que ce soit fini, Ouais, ouais. j'étais seulement soulagée et en fait, faut dire j'avais pas vraiment réussi à faire du lien pendant la grossesse. J'avais essayé, je lui parlais beaucoup, j'essayais de jouer avec, mais au fond du fond, c'était quand même elle la cause de mes problèmes, en fait. J'arrivais pas à me détacher Mmh. de ça. C'était pas très juste pour elle, mais c'était comme ça que je le Bah vivais. et alors ces premiers jours à la maternité? Et ben, ces premiers jours, en fait, ils ont pas duré longtemps. On est resté que 48 heures parce que, avec le covid, ils ont essayé de faire sortir le plus vite possible. Mais, Arnaud pouvait rester? non, à l'origine, on voulait, qu'il reste, même la nuit. À l'origine, c'est possible, mais avec le covid, c'était pas possible. Il avait seulement là, pendant les horaires de visite de 14 à 19 heures et c'est tout. Ça fait peu. Ça fait peu. Heu, heureusement, moi, ça allait très bien, physiquement. Donc j'ai pas eu de séquelles de l'accouchement. Forcément, j'ai pu me lever tout de suite, tout ça puisque j'avais pas eu de péridurale. Hem et physiquement, ça allait très bien. Donc je pouvais, m'occuper de ma fille, correctement et puis j'ai choisi de l'allaiter et j'étais très, très informée sur l'allaitement. Je m'étais vraiment préparée et j'ai eu de la chance parce que, ça s'est très, très bien passé. Moi, j'avais du lait, enfin, j'avais du colostrum, puis j'ai eu une montée de lait assez rapidement et Bérénice était très bien. J'avais même un réflexe, d'éjection, fort, mais elle le gérait, vraiment, super bien. Donc heureusement parce que du coup, Arnaud étant pas là, bon, Ouais. c'était pas évident. En revanche, psychologiquement, j'avais toujours pas j'attendais le déclic, en fait. J'avais l'impression d'être responsable d'elle, mais pas d'être sa mère. Moi, par mon métier, j'ai l'habitude d'être responsable d'enfants, de jeunes enfants. J'ai pas mal travaillé en maternelle et en fait, j'avais la même sensation avec elle. J'avais l'impression qu'on me l'avait confiée et je me rappelle de moments où je scrutais le parking et en fait, je me rendais compte que j'attendais que sa mère arrive pour la récupérer. Comme si, c'est bon, ça y est, je m'en suis bien occupée, mais c'était un babysitting, quoi. Ouais et ça, tu le vivais comment?
Ben, au début, je me suis dit, «C'est pas grave, ça arrive». J'avais lu, que ça pouvait mettre du temps à venir, l'amour et qu'on venait de se rencontrer et que voilà, ça allait venir. Je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était pas normal. Enfin, pas normal, que c'était un peu poussé comme, comme sensation. Ouais. Mais je pouvais pas vraiment en parler non plus parce que c'était le même problème que la culpabilité pendant la grossesse. On ne peut pas dire, je me rends compte que j'attends que sa mère arrive. Oui. On m'aurait pris pour une folle. Je sais bien que je suis sa mère, mais c'est pas pour autant que je le sens. Heu et du coup, ça, c'était un peu difficile, mais au début, je m'en suis pas du tout inquiétée. J'étais complètement shootée aux hormones et j'ai pas eu de baby blues, j'ai pas eu de chute d'hormones, où je me mettais à pleurer, ça allait, donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, ça va venir». Je voyais bien que concrètement, je savais m'en occuper. C'était pas quelque chose qui m'inquiétait déjà de base, mais voilà, les gestes techniques, je les avais, donc je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, ça va venir». Et c'est vrai d'ailleurs, généralement. C'est pas Oui, grave, ça vient, ça finit par venir. c'est ça, c'est ce que j'avais lu, donc je me suis dit: «C'est pas grave, ça vient, ça va venir» et c'est pas venu. Le problème, c'est que c'est pas venu, enfin, c'est venu, je me rappelle très bien le jour où j'ai compris que j'étais sa maman et c'était pas la fin de tout, mais c'était le début de ça commençait à aller mieux. C'était le jour de ses 3 mois, le 28 juin. 3 mois après, j'ai réagi pour la première fois. J'ai compris au fond de moi que j'étais sa maman. Tu sais ce qui a déclenché le déclic? Je sais pas, je pense que c'était un peu l'image d'Épinal parce qu'on revenait d'un week-end, heu, avec, ma mère, donc il y avait mon mari et Bérénice. Je pense qu'on revenait en fait en voiture, heu, avec, Bérénice à l'arrière, Arnaud et moi à l'avant. Ça faisait très, pub, pour la famille et du coup, je pense que, je sais pas, dans mon esprit, en fait, je me suis dit: «Ah bah oui, en fait, je suis sa mère, en fait». Heu, je sais pas. J'ai eu un déclic à ce moment-là, je me suis mis à pleurer et je me suis rendu compte que j'étais sa mère. C'est pas pour autant que ça allait mieux. Heu, j'ai fait une dépression du postpartum. Je savais que c'était un risque, enfin, que la dépression prénatale était un facteur, de risque pour la dépression du postpartum. Donc voilà. Mais pour autant, j'ai mis du temps à me rendre compte de ça parce que comme je savais que ça existait, j'étais très vigilante et j'avais, la sensation que, ça allait s'arrêter. En fait, j'ai eu, 1 ou 2 semaines seulement avant ces 3 mois-là, où, où j'ai cru que ça s'arrêterait pas, que ma vie c'était ça maintenant. Mais sinon le reste du temps en fait, j'attendais juste que ça passe, mais sauf qu'en fait ça passait pas. Et ce déclic que tu as eu, de de d'avoir enfin la sensation d'être sa maman, tu il y a eu cet amour qui a débarqué en même temps ou ça s'est arrivé encore après? Non, non, ça c'est arrivé encore après. J'ai juste eu la sensation que, en fait jusque-là je jouais un rôle socialement, je faisais semblant d'être sa mère, en attendant que. Alors que là, j'avais l'impression d'être légitime. Mais Mmh. ça me concernait que moi. Ça la concernait pas elle, en fait. Mmh. C'était pas sur notre lien. C'était plus, mon statut social. Ouais, je vois. Socialement, OK, j'étais sa mère et c'était normal que je prenne des décisions et c'était normal que j'étais légitime, en fait. Mais, pour autant, il y avait pas d'amour pour l'instant. I Et Bérénice, c'était quel bébé? alors, à la fois vraiment un bébé catalogue hyper facile
et à la fois, elle avait quand même, une allergie aux protéines de lait de vache, dont on s'est rendu compte, à 3 mois passés, 4 mois peut-être, quelque chose comme ça, 3 mois je dirais. Donc on a mis longtemps à s'en rendre compte parce que confinement et que, les suivis étaient quand même très ralentis. J'allais pas à la PMI toutes les semaines pour la faire peser, par exemple. On nous avait conseillé de louer une balance à domicile alors que normalement c'était pas conseillé. Mais là, il y avait un peu des circonstances exceptionnelles et donc on la pesait, on faisait la courbe consciencieusement, mais nous, on se rendait pas compte que ça suffisait pas parce que, la courbe du 1er mois, il y a pas de courbe prédessinée sur le carnet de santé. Mmh. C'est juste une grille et du coup, elle prenait du poids, juste pas assez. Mais sauf que ça, nous, on le savait pas et il y avait d'autres symptômes, elle vomissait énormément. Quand je dis énormément, c'est qu'une journée normale pour Bérénice, je la changeais 8 fois intégralement. Moi, je me changeais intégralement jusqu'aux sous-vêtements 3 fois. Wow. Voilà, ça, c'était une journée normale, parce qu'elle vomissait énormément. Des flaques, autour d'elle, elle était, sur un tapis, elle était, entièrement dans une flaque de vomi, en une fois. Donc voilà, et puis, il y avait aussi, des symptômes digestifs. Elle avait la diarrhée tout le temps, mais sauf que ça, on le savait pas parce qu'elle était allaitée et que moi, on me disait toujours, «Oui, mais c'est normal, les selles de bébé allaité, c'est liquide». Donc ben, je me disais que c'était ma faute encore une fois. C'est que juste moi, j'arrivais pas à gérer. Sauf que ce qu'on me disait pas, c'est que c'était pas normal qu'elle ait pas le temps de finir sa selle, et que ça déborde déjà. Ouais. Moi, je croyais que ça, c'était normal et que juste moi, je gérais pas. Il y avait un vrai, à cause du Covid, du coup, manque de suivi, du coup. Vous étiez pas aidés? Oui. Ouais, c'était pas facile parce que du coup, on a revu un médecin du coup à 1 mois. Enfin, on a vu aux 8 jours, mais aux 8 jours, elle avait du reflux, des choses comme ça, mais bon, moi j'en ai, son père il en a, bon, c'était pas non plus, quelque chose de terrible. C'était pas encore à ce point-là en fait, parce que c'était un peu vicieux, l'allergie aux protéines de lait de vache en fait, ça a détruit au fur et à mesure, ses bactéries intestinales et tout ça. Donc au début ça allait en fait et ça s'empirait de plus en plus, mais sauf que nous du coup, on s'habituait au fur et à mesure. Ouais. Mmh. Et jusqu'au moment où en fait, à ce week-end-là justement, où il y avait ma mère, elle était persuadée que les couches, c'est parce qu'on était en couche lavable et que du coup, c'était nul et que donc, c'était pour ça que ça débordait. Ouais. Ce week-end-là oui, voilà. Ce week-end-là, on était en couche jetable, ça a débordé encore plus. Donc là, elle a dit: «Mais c'est pas normal ça!» Bah, je sais pas moi. C'est mon quotidien. Voilà, oui, pour moi, c'était comme ça depuis 3 mois, en fait. Donc comment je suis censée savoir que c'est pas normal? Les selles de bébé allaité, c'est liquide et je l'avais dit au médecin: «Oui, mais ces selles, elles sont liquides quand même». «Oui, mais ça, c'est normal, vous l'allaitez». D'accord. Voilà, Et à partir de ce week-end-là, vous avez fait quoi? Il y a quelque chose qui a alors, changé? en fait, il y avait déjà ma sage-femme qui m'en avait parlé de l'allergie aux protéines de lait de vache et moi, j'en avais aussi entendu parler. Mais j'avais attendu un peu avant de tester ça parce que j'avais pas envie d'y croire, étant une grosse amatrice de fromage et de crème et de beurre. Je suis normande. Oui. Donc
Donc voilà, j'avais pas vraiment envie d'y croire, j'avais envie de tester un peu le reste. Donc on a testé le Gaviscon, l'Inexium, ça n'a rien fait du tout. Heu et donc ben, voilà, le médecin, en désespoir de cause, après avoir, rapproché les suivis, nous a envoyés chez un pédiatre, enfin chez une pédiatre. Et moi dans l'entrefaite, heu, sur les conseils de ma sage-femme, j'ai fait une éviction de protéines de lait de vache et de protéines animales tout court, enfin de protéines de lait animal. Donc je ne prenais plus aucun lait qui vienne d'un animal. Ni pur, ni transformé, rien. Et ça, c'était un test ou c'était, Oui, ça c'était un test pour voir, parce qu'en fait, ma sage-femme m'avait dit, et c'est ce que j'avais lu aussi, que, c'était un peu, le seul test, fiable pour l'allergie aux protéines de lait de vache. Heu, donc on est arrivé chez la pédiatre et en fait, jusqu'ici, elle en était à prendre 50 grammes par semaine et là, en une semaine, elle avait pris 150 grammes. Donc elle avait triplé sa prise de poids. Ah ouais, sacrée différence. Directement? Oui, directement et j'ai eu énormément de chance parce que normalement, ça peut mettre 6 à 12 semaines, je crois, pour, heu, pour inverser la tendance, en fait, Oui, c'est pour ça que ça suite à l'éviction. Et je pense qu'en fait, c'est lié au fait que j'en prenais vraiment beaucoup et donc en fait, en arrêtant, ça fait une diminution drastique, vraiment, d'un coup. et au-delà du poids, vous Et avez vu une différence avec les vomissements? oui, alors ça, du coup, pas tout de suite. Le poids, en fait, a continué à les prises de poids ont continué à augmenter, mais au niveau des vomissements, ça s'est quand même, bien atténué. Elle a toujours un RGO. Là, elle a 1 an et demi, elle a 20 mois et heu, à peu près une fois par semaine, elle va se retrouver la tête en bas à un moment, parce qu'elle joue et elle va vomir. Mais donc voilà, elle a toujours un RGO, donc elle vomissait toujours. Mais heu, déjà, elle avait plus l'air douloureuse et et puis ça s'est quand même vraiment atténué, en termes de quantité. Vraiment, Mmh. énormément. OK, et ça, cette éviction, tu l'as gardée combien de temps? Alors du coup, cette éviction, je l'ai gardée, 6 mois, enfin un peu plus de 6 mois. En fait, le protocole, que nous a donné la pédiatre, du coup, on l'a pas vu beaucoup la pédiatre, elle a Ouais. pesé, ma fille, elle a dit: «Bah voilà, vous êtes arrivée avec le diagnostic, vous avez raison, c'est ça». Heu, donc elle nous a juste donné, la marche à suivre qui était, d'attendre 6 mois, pour refaire une prise de sang. Et que dans cette prise de sang, on allait rechercher les marqueurs de l'allergie. C'est pas quelque chose qui est fiable à 100, mais ça donne une indication de ce qu'elle nous disait et donc du coup, à ces 9 mois, on a fait cette prise de sang. Il y avait pas de marqueurs, donc on a réintroduit d'abord dans son alimentation, les produits laitiers en petite quantité. Parce que l'idée, c'est que si moi, je les introduis dans mon alimentation, du coup, ça passe dans le lait et du coup, elle en a tout le temps en grande quantité puisqu'elle boit beaucoup de lait. Oui, parce que tu l'allaitais Alors toujours. que oui, je l'allaitais toujours et donc alors que si on l'introduisait dans son alimentation, on pouvait contrôler les quantités. Donc Mmh. on a fait une réintroduction, je sais pas, on devait lui donner, 1 cuillère de petit suisse, le lendemain 2, le len et on voyait en fait en fonction de si ça allait ou pas et ça allait très bien. Ça allait très, très, très bien donc on a vite, pu augmenter, elle a vite pu prendre, du fromage, des yaourts et j'ai vite moi aussi pu, heu, réintroduire, les produits laitiers dans mon alimentation et il y a plus eu de soucis, depuis liés à ça donc c'est que c'était fini. Alors la grande question, qu'as-tu mangé en premier? Une raclette.
clairement une raclette. Je comprends. Et alors, pour en revenir à cette dépression du postpartum, parce qu'il y avait tout ça qui était imbriqué, j'imagine. Oui. Et là-dessus, il y avait le Covid. Et Ouais. tu as pu être suivie ou pas du tout? Pas tout de suite. Mon psychiatre m'avait fait arrêter le suivi avec l'accouchement. Ce qui me fait dire qu'il ne devait pas être très formé en périnatalité. Effectivement. En fait, il était dans l'idée de voilà, c'est la grossesse le problème, après l'accouchement, ça ira mieux. Et en fait, ça allait pas mieux. Et puis de toute façon, il y avait le Covid. Donc moi, je voyais ma sage-femme qui m'a demandé plusieurs fois: «Mais est-ce que vous l'aimez?» Et moi, en fait, je disais: «Oui» parce que en fait, j'étais attachée à elle, je m'en sentais responsable. Mais je l'aimais comme j'aime mes élèves. À la fin de l'année, je pleure parce que je les verrai plus. Je peux pas dire que je les aime pas, je peux pas dire que je ressens rien pour eux. Mais c'est pas de l'amour, qu'on a pour son enfant. Ça a rien à voir, en fait. Et T'avais peur d'être jugée aussi? oui, un peu, mais pas tellement, par ma sage-femme, plus par mon entourage, familial. C'était un peu délicat de leur en parler parce que je pense qu'ils avaient pas forcément, vécu tout ça et que oui, c'est difficile d'avouer, des choses comme ça quand autour de nous, c'est pas le vécu des gens. On se dit qu'ils vont nous prendre pour une folle. T'as essayé d'en parler avec eux? De petites choses, et puis ça s'est pas forcément très bien passé. Ouais. J'ai parlé, des phobies d'impulsion. Alors ma mère avait connu ça, donc ça, je savais que je pouvais lui en parler. Mais ma sœur, qui est pourtant infirmière, donc elle travaille en pédiatrie. En plus? Et elle en avait jamais entendu parler de sa vie. Elle s'est mise à pleurer en disant: «Mais mon Dieu, c'est horrible, comment tu peux penser faire ça à ta fille?» Et heureusement, ma mère était là et du coup a pu lui expliquer que non, en fait, ça veut pas dire que je vais le faire et ça veut pas dire, que ça va pas. Juste, c'est dur. Pour celles qui n'en ont jamais entendu parler, est-ce que tu peux expliquer ce que sont les phobies d'impulsion? Ouais, les phobies d'impulsion, c'est se voir faire du mal à son bébé, son enfant. Donc par exemple, on l'installe dans sa turbulette le soir et on se voit l'étouffer avec la turbulette ou le passer par la fenêtre ou le noyer dans le bain ou on se voit faire des choses très violentes à son enfant et on a un flash de cette vision-là. J'avais lu que c'était fait pour, justement, c'était un signal d'alarme qui nous choque et qui fait que du coup, on se reprend et on va faire un tour et ça évite de passer à l'action justement. Mais c'est quelque chose qui arrive, assez fréquemment, Oui, c'est important de dire que ça parce arrive à qu'on est beaucoup de monde quand même. fatigué. Oui, c'est très courant les phobies d'impulsion, mais c'est très tabou aussi. Oh oui. Et donc voilà, il y avait eu des petites choses comme ça, heu, qui ont fait que je pouvais pas forcément trop en parler. Heu et à la fois, c'était drôle parce que j'avais un espèce d'instinct, de protection, vis-à-vis de ma fille. Heu, J'avais un peu de mal, dans certaines situations enfin, ma mère, par exemple, a un bouvier bernois, heu, donc gros chien, qui est une crème, que j'adore et voilà. Et pour autant, avec ma fille, j'ai eu un mouvement d'agressivité envers le chien, alors que j'en avais jamais eu, parce qu'elle est venue renifler, ma fille.
Elle lui a rien fait du tout. Heu, mais voilà, j'avais des choses comme ça, mais c'était pas de l'amour. C'était de l'automatisme. C'était un De la protection, ouais. c c oui, c'était comme, de la même manière que, je savais, m'en occuper concrètement, Mmh. heu, lui donner à manger, l'habiller et ben, je la protégeais physiquement aussi. OK, et quand est-ce que tu as eu l'impression d'arriver à sortir un peu la tête de l'eau? Alors, heu, en fait, j'ai repris, le travail qu'à aux 5 mois de ma fille, heu, au début de la rentrée à la rentrée scolaire, en fait. Heu j'ai enchaîné, avec, une petite maladie, enfin ça allait pas très bien, mais Covid, donc j'ai été arrêtée et puis en fait ça s'empirait et ça allait de moins en moins bien et j'avais plein de petits symptômes depuis l'accouchement. J'avais des aphtes, j'avais, des petites choses comme ça, à répétition, un peu usant, mais rien de bien grave et puis plus ça allait, plus j'avais mal partout, j'arrivais plus à respirer bien, bref, c'était compliqué. Du coup, j'étais en arrêt tout ce temps-là et on comprenait pas ce qui se passait et mes prises de sang étaient de pire en pire, et je suis allée jusqu'à ne plus pouvoir, manger un repas entier, parce que, c'était trop fatigant. Il fallait que je fasse une sieste au milieu du repas. J'arrivais plus à me lever du canapé, sans me tenir. Je pouvais plus porter ma fille. Heu, C'était violent. J'ai eu une consultation en médecine interne au CHU, parce qu'on trouvait pas ce que j'avais et en fait, c'était une carence, en vitamine B9, la même qu'on prend, au début de la grossesse, et juste avant. L'acide Moi, j'en folique? avais eu toute ma grossesse. Oui, exactement. OK. J'en avais eu toute ma grossesse. Moi, je suis sujette aux carences, plutôt en fer, mais je suis déjà sujette aux carences. J'en ai eu toute ma grossesse et en fait, à l'accouchement, ça s'est arrêté et on m'en a jamais represcrit et j'ai appris ensuite que l'allaitement pompe dans les réserves de B9, d'acide folique. Ah oui, si déjà de base tu as des carences, ouais. Voilà, de base, j'avais pas un stock, de folie, plus l'allaitement long et ben, voilà, en fait, ça a suffi à ce que, j'en ai plus C'est et donc là, j'étais sévère, hein? vraiment au fond du fond du fond du trou. Ouais, Oui, c'était vraiment, impressionnant. vraiment très violent. Donc j'avais vraiment des douleurs, terribles partout, j'avais du mal à respirer, j'étais pâle, j'avais des aphtes plein la bouche, des plaies, j'en avais 15 aphtes en même temps. Waouh! Oui, oui, c'était vraiment, vraiment dur. J'avais des problèmes digestifs, enfin, tout était touché parce qu'en fait, c'est utile partout, en fait. Heu et finalement, en fait, ça m'a un peu sauvée. J'ai touché le fond et heu et du coup, j'ai complètement, craqué, émotionnellement parce que, bah, au point où j'en étais, j'avais plus rien à sauver, en fait. J'avais plus d'apparence à sauver. Je pouvais jusque-là, je me mettais beaucoup la pression aussi sur, bien maintenir, à peu près le ménage, des choses comme ça, enfin Mmh. que tout faire bien, en fait et là, bah, je pouvais plus rien faire de toute façon. Donc bah, j'ai bien déprimé. Je suis allée voir ma médecin qui, vu que je fondais en larmes quand elle me demandait comment ça allait, m'a mis sous antidépresseur et j'ai commencé une thérapie avec, une psychologue, cette fois. Ouais, donc tu es pas retournée voir ton Heu, psychiatre? non, non parce que, je sentais que c'était pas ce qui allait m'aider Mmh. et que je voyais bien que ma relation, avec Bérénice, même si ça commençait à aller mieux, tout juste, ben, c'était pas il y avait des choses qui allaient pas et surtout je me disais, nous on s'était toujours dit qu'on aurait plusieurs enfants
Et là, je me disais: «Mais jamais je pourrais repartir là-dedans, en fait». C'est trop dur et je me disais que c'était pas grave si j'avais pas envie d'autres enfants, mais par contre, c'était dommage que ce soit, par traumatisme parce que je me dis que s'il y a un traumatisme, il faut que je le résolve Mmh. et il faut que j'en parle pour aller mieux, pour moi, en fait. Heu et donc j'ai trouvé une super psy, heu, qui m'a aidée à, voilà, remettre tout ça un peu à plat et comprendre, un peu, pourquoi j'étais passée par tout ça, la dépression prénatale, la dépression du postpartum, résoudre plein de soucis, qui moi datent aussi, de ma première dépression, enfin voilà, plein de choses qui datent depuis longtemps, qui se sont cristallisées là parce que, bah, c'est des gros bouleversements Ah, c'est et du clair. coup ça a fait ressortir, plein de choses. Et Bérénice avait quel âge là? Et donc là, Bérénice avait, 7-8 mois, peut-être, ouais, 8 mois. Yep. Et au final, je suis pas restée très longtemps sous antidépresseurs du coup, parce qu'on a tout résolu en même temps. La carence, la thérapie qui du coup m'a fait du bien. En fait, j'avais juste besoin de ce petit coup de pouce-là. J'avais touché le fond, c'était bon en fait. J'étais déjà repartie sur la pente ascendante en Mmh. fait, mais j'avais besoin d'aide pour la remonter. Tu as dû avoir l'impression de revivre. Et ouais, vraiment, vraiment. En fait, je disais souvent, à Arnaud, les 3 premiers mois, j'avais l'impression non seulement d'être sous l'eau, mais qu'on me tirait vers le fond, en permanence. Mmh. Les 6 premiers mois, enfin jusqu'à 6 mois, j'avais l'impression d'être sous l'eau, mais on me tirait plus, mais je respirais toujours pas et jusqu'à 9 mois à peu près, j'étais, quand on a juste le nez qui sort, Ouais. heu, à la surface, qu'on sent qu'il faudrait une toute petite vague, c'est mort, mais bon, on sent qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Mmh. Bah, j'en étais là. Et du coup, voilà, la thérapie, les antidépresseurs aussi, parce que du coup, ça m'a permis de reprendre mon souffle. Tout ça, ça m'a permis, de dépasser tout ça et d'arriver, dans la meilleure période. Mmh. Je dirais que vraiment, voilà, 9 mois, après les 9 mois, ça allait vraiment mieux. Heu, voilà, je me sentais non seulement, sa maman, mais je l'aimais, c'était vraiment le jour et la nuit, Tu t'étais rien à voir. occupée de toi pour aller mieux et forcément, Ouais, ça avait eu c'est des exactement ça. conséquences, positives Ouais. autour de toi. OK, et à partir de ce moment-là, il me semble que vous avez décidé de gros changements dans vos vies. Oui, Est-ce que tu peux nous raconter ça? alors en fait, suite à cette thérapie, ayant résolu, un peu, mes traumatismes et compris un peu, le cheminement et tout ça, est revenue l'envie d'enfant. Du coup, puisque l'envie d'enfant avait pas disparu, juste, c'était inconcevable de repasser par la grossesse et de repasser par un postpartum, comme ça, pour moi, c'était pas possible. Heu et là, en fait, je me suis rendue compte que si, en fait, parce que je savais qu'il y avait une fin et que ça valait le coup pour après. Parce que, vraiment, j'étais très, très heureuse, quoi et donc heu, le bonheur que ça m'apporte, valait le coup de repasser par tout ça, heu, encore une fois s'il le fallait. Mmh. Heu, donc on a reparlé de tout ça, et puis, donc on a décidé de faire un deuxième enfant et puis on a décidé aussi, parce que nous on aime bien faire plein de projets en même temps, heu, on a décidé aussi, de concrétiser un projet qu'on avait depuis un certain temps, c'est-à-dire de partir à Grenoble, donc à 700 kilomètres, Petit heu, déménagement. petit, léger, au bout de la rue.
Et et donc voilà, on a décidé ça parce que c'était faisable à ce moment-là. Heu, Professionnellement, personnellement, tout se goupillait bien et hem et puis voilà, c'était quelque chose qu'on avait comme projet à long terme. On pensait pas que ça arriverait tout de suite, mais on s'est dit que tant qu'à tant qu'à avoir ce projet-là, autant le faire maintenant et pas attendre, d'avoir acheté une maison, par exemple, et que ce soit plus compliqué de bouger ou ce genre Mmh. de choses. Tu tombée enceinte rapidement? Alors j'étais tombée enceinte très rapidement pour Bérénice, en 2 cycles et donc là, un peu moins rapidement, mais quand même rapidement. Ça a quand même pris moins de 6 mois donc Ouais. c'était quand même, rapide. En fait, on s'est lancé, j'avais pas encore eu mon retour de couche parce qu'en fait, là, Bérénice vient, enfin est en train, je suppose, de se sevrer, naturellement. Elle a 20 mois OK. de l'allaitement, et donc du coup, j'allaitais toujours et j'avais pas encore eu mon retour de couche quand on s'est lancé. Donc on essayait un peu, dans le flou. Au hasard? Heu et puis, mais au final, je l'ai eu assez rapidement après le début des essais et ça a mis, 5 mois. Donc ça va, mais sur le moment, c'est difficile. Mais après, on Mmh. se rend compte que c'est rien, 5 mois. Mais forcément, bon, quand on est dedans, c'est jamais facile, mais ça a marché rapidement quand même. Et alors donc tu tombée enceinte en 5 mois et vous en étiez où avec ce déménagement? Tu avais déjà déménagé? Vous aviez Alors on n'avait pas trouvé encore déménagé, mais on avait déposé notre préavis parce que, on partait d'une zone, où le préavis est de 3 mois. Mais sauf qu'on est zone tendue, donc préavis d'1 mois. Donc on était obligés de déposer notre préavis sans avoir de logement, heu, parce qu'en fait sinon, on payait double loyer et c'était pas possible Oui. financièrement. Hem, donc on avait déjà déposé notre préavis, on était déjà, bien avancés, on devait vendre pas mal de choses, donc on avait déjà bien avancé, mais il restait encore le plus gros, du déménagement puisqu'on a déménagé, je me suis rendu compte que j'étais enceinte, tout début juin et on a déménagé, toute fin juillet. Donc il restait 2 mois, donc il restait le gros rush, en fait. Ouais, le moment le plus épuisant. Oui, c'est ça! Et quand on sait comment s'est passée ta première grossesse, ça avait de quoi, faire peur peut-être? Comment Faire ça s'est peur. passé cette fois? Et ben, très, très bien, de manière assez surprenante. En fait, ça se passait très bien, heu et pour autant, j'avais toujours un petit truc, dans un coin de la tête de me dire, pour Bérénice, en fait, ça s'était maintenu à peu près jusqu'au mariage et le lendemain du mariage, j'ai fondu en larmes, à plus pouvoir m'arrêter, à avoir du mal à respirer, et c'est de là que c'était, devenu un enfer parce qu'en fait, j'ai lâché, Mmh. toute la pression et du coup, là, je me suis dit, «Je suis peut-être en train de refaire pareil». Ça va, ça va même très bien parce que j'avais même pas de nausées. Enfin, j'ai eu un petit peu de nausées, mais vraiment très, très légères, pas de vomissements, enfin, vraiment, le rêve. J'étais très en forme, pas du tout, de malaise, voilà. Heu, mais je me suis dit: «Est-ce que, je suis pas en train de tenir et de faire ma warrior, et en fait, je vais lâcher, une fois qu'on va être arrivés à Grenoble, ça va être l'enfer». Et ça, je pouvais pas savoir tant qu'on n'était pas à Grenoble. Ça, c'est sûr. Donc j'en profitais d'aller bien, parce que de toute façon, il fallait que ça avance et puis en fait, on a déménagé et ça a pas lâché. Génial. Génial. Et là, je vis la grossesse,
dont on parle dans les magazines, celle qui me paraissait impossible, complètement impossible, avec le regain du deuxième trimestre, avec tout ça. Vraiment, Le jour et la à nuit. être, oui, à être contente d'être enceinte. Être contente d'être enceinte, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé dire un jour. C'est impressionnant la différence. Ouais, C'est vraiment. génial. C'est super. Enfin, je suis vraiment très, très contente de pouvoir vivre ça, parce que j'avais l'impression que c'était, quelque chose d'un peu magique à vivre et Mmh. c'est pas ce que j'avais vécu, quoi. Donc là, Non. je suis contente de vivre ça. Et comment ça va toi aujourd'hui? Alors ça va, psychologiquement, ça va très, très bien. Je suis vraiment très, très heureuse et ça va super. La grossesse, j'ai des contractions pour pas changer. Tu es à quel terme là? Heu, alors là, je suis à 31 semaines. Ça fait quoi ça? Ça fait Hem, 6 mois? Ça 8, fait 7 6 mois? mois et demi, OK, oui, bientôt 7, OK. dans dans quelques jours, 7 mois. Hem, mais donc j'ai des contractions depuis le 3e mois, donc ça a commencé un peu plus tôt, que pour Bérénice. Heu, j'ai beaucoup, beaucoup de contractions. Là, actuellement, à 7 mois, je suis à à peu près, sur une base de 1 toutes les 1/2 heure, 20 minutes, quelque chose comme ça. Ah oui, encore plus Oui. qu'avant alors? Ben, plus comme sur la fin de grossesse. Enfin, je Mmh. sens que c'est un je pense que comme c'est une 2e grossesse, mon utérus, il s'est très, très bien contracté. Donc voilà. Mais tu les vis Heu, complètement différemment? oui, ça a rien à voir, parce que, déjà parce que je suis passée par là, heu et ensuite, parce que moi, ça va. Donc ça a rien à voir parce que j'ai de la ressource, en fait. Psychologiquement, ça va bien, donc c'est pas la même chose. Je comprends, ce que ma mère disait quand elle disait: «Mais ça, c'est des petits maux de grossesse». Enfin, bon, Mmh. les contractions, c'est autre chose, mais Ouais. tout le, tous les trucs de grossesse, les douleurs au bassin, tout ça, à chaque fois, oui, c'est pas grave, parce qu'en fait, ça va Ouais. et comme ça va, ça change tout et puis surtout, j'ai un super suivi, cette fois-ci, je vais accoucher en maison de naissance et donc c'est un suivi global. C'est-à-dire que c'est des sages-femmes qui sont là-bas et qui me suivent depuis, le tout début, de la grossesse, depuis, la prise de sang et qui me suivront, jusqu'au postpartum, jusqu'à la rééducation du périnée. Génial et ça s'inscrit aussi dans un projet d'accouchement physio? Oui, complètement. En maison de naissance, il y a pas de péridurale du tout. C'est, complètement physio. Moi, c'est ce que je voulais du coup, et il y a plusieurs maisons de naissance en France. C'est une expérimentation, qui devrait être pérennisée, mais ça prend Oui, du temps. d'ailleurs, il y a un décret qui est passé, récemment. Il y a 8 Ah! maisons de naissance en France, aujourd'hui et ils ont fait passer le décret pour en Enfin, ouvrir 12 de plus. Donc il y en aura 20 génial! d'ici 3 ans, il me semble. Très bien, bonne nouvelle. Ouais, bah, pour c'est vrai que Heu, c'est un choix, qui manque, une possibilité qui manque, c'est ça, en France, je trouve. ouais. Du coup, en fait, le principe de la maison de naissance, c'est, un intermédiaire entre l'accouchement, physio en milieu hospitalier et l'accouchement à domicile. C'est vraiment l'entre-deux. Donc selon les maisons de naissance, le système est pas forcément le même. Moi, ma maison de naissance, elle est au sein d'une clinique, d'une maternité, mais avec, une porte, spécifique, avec un code, spécifique. Enfin, il y a vraiment un espace dédié, C'est juste des partages de qui est locaux, quoi. complètement fermé. C'est ça, c'est un partage de Mmh. locaux.
mais ça veut dire que s'il y a le moindre problème, en fait, je suis au bout du couloir. C'est un peu plus comme un plateau technique au final. C'est un peu ça, mais sauf que c'est organisé un peu comme un petit appart. En fait, on rentre, il y a une petite cuisine, il y a des chambres, un petit salon, voilà. C'est un appartement au sein d'une maternité. Ok, donc du Et plus médicalisé au moins médicalisé, ça pourrait faire clinique, plateau technique, maison de naissance, accouchement à domicile. c'est ça, Si on va aller par là. Ok. exactement. Et du coup, c'est vraiment en termes de décoration et d'ambiance, là où un plateau technique, souvent, c'est dans la salle nature, en fait, d'une maternité. Là, pour avoir accouché en salle nature, c'est hyper cocoon par rapport à une salle de naissance, mais ça se voit quand même que c'est l'hôpital. Ouais. C'est un lit d'hôpital, c'est quand même souvent, il y a des petits indices. Les murs font murs d'hôpital, enfin voilà. Là, c'est décoré comme une maison. Même le lit, pour accoucher, c'est un lit double. Voilà, il y a un lino effet parquet au sol, du papier peint au mur, c'est un appart, vraiment. Et c'est quoi le programme? T'accouches, tu restes les 3 jours? Non, en fait, c'est très court. En maison de naissance, on rentre, dès que possible. Donc il y a la surveillance obligatoire, de 2 heures, comme le temps où on reste, en salle de naissance, en milieu, ordinaire. Et puis après, c'est en fonction de nous, quand on a envie de rentrer, sauf, s'il y a des complications, s'il y a une grosse déchirure, des choses comme ça. Là, ça peut être un peu plus long. Mais au maximum, de toute façon, c'est 24 heures. Non, ça doit être 12 heures maximum. Et en général, c'est plutôt 4 à 6 heures. Ça dépend aussi quand est-ce qu'on a accouché. Si c'est en plein milieu Oui. de la nuit, Mm. on se repose. Mais voilà, on ne nous met pas dehors. Mais l'idée, c'est du coup de rentrer très rapidement. Et les sages-femmes viennent à domicile ensuite, tous les jours, euh, pour faire le suivi comme elles feraient en chambre, en fait. Sauf que c'est chez nous. Ok, donc nouveau projet physio, comment tu te prépares sur celui-ci? Et bah, pour cette fois-ci, en fait, on a choisi une approche vraiment différente. Arnaud, il avait à nouveau envie d'être très, très impliqué. Ça lui a beaucoup plu dans Bon Apache de pouvoir être très présent. Et moi, je voulais vraiment voilà, me repréparer à un projet physio. Et dans la maison de naissance, il y a une sage-femme qui est formée à l'hypnonaissance. Donc, ça nous a bien parlé. En fait, moi, j'avais identifié pendant ma thérapie notamment que un des gros soucis que je peux avoir, c'est le lâcher prise. Et, euh, et en fait, l'hypnonaissance, donc ça a été créé au Canada. C'est basé sur justement lâcher prise et accepter ce qui est. Et donc, en fait, il y a une image, par exemple, qui revient souvent, euh, qui est l'idée que si tu es au bord de l'océan, qu'il y a les grosses vagues qui arrivent, bah, tu peux enfouir tes pieds dans le sable et résister, mais ce sera beaucoup plus difficile que si tu plonges et que tu te laisses submerger par la vague. Et là, l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à accepter de plonger et de pas avoir peur de plonger et d'y aller. Et donc, du coup, il y a plusieurs piliers euh, pour, dans cette méthode. Euh, il y a des respirations spécifiques, des affirmations positives, des visualisations, des effleurements et massages par le compagnon pour stimuler la production d'endorphines et d'ocytocine. Et puis, il y a de l'hypnose. Donc, soit il y a de l'auto-hypnose, il y a des enregistrements, et puis il y a pas mal d'hypnose faites par le compagnon.
de naissance, qui est pas forcément le papa d'ailleurs. Faut que ce soit quelqu'un en fait qui a envie de s'investir. Donc moi, Arnaud, il a très, très envie de s'investir, donc c'est parfait. Du coup, il y a beaucoup d'entraînement en fait. Il faut le faire tous les jours, enfin, il faut essayer de faire ça tous les jours et ça aide à créer du lien. Et, euh, et voilà, j'espère que ça va justement m'aider à plus lâcher prise et être plus détendue pour cette naissance parce que c'est vrai qu'avec Bon Apache, ça me correspondait bien dans le sens où on se préparait à un effort sportif, à un combat. On se préparait à être plus fort que la douleur, à pas lâcher. Et, euh, et ça, c'est ce que je fais au quotidien, en fait. C'est mon mode de fonctionnement de base. Sauf que je pense aussi que si j'ai eu tant de mal à dilater au début et que voilà, que ça, j'avais pourtant des fortes contractions, mais que ça faisait rien du tout, et qu'au final, au moment où j'ai laissé tomber, j'ai dit OK, Péri, bam, c'était bon. Je me dis que peut-être, si j'arrive à lâcher prise un peu plus, peut-être que ça va aider justement à pas travailler dans le vide, enfin, dans le sens où peut-être que psychologiquement, j'ai freiné le truc en me crispant. Et, et donc, voilà, je vais essayer de plus lâcher prise en travaillant comme ça. Et c'est une chance d'avoir une praticienne hypnonaissance au sein de la maison de naissance. C'est vraiment un environnement, pour le coup, hyper adapté parce que ça permet de rester dans sa bulle. Donc j'espère que on va encore réussir à suffisamment s'entraîner et à mettre en œuvre le jour J. Sacré travail pour une contrôle fric. Et pendant vos entraînements, tu vois des effets, ça, tu ressens cette hypnose, cette, Ouais. je saurais pas comment dire ça, mais Oui, tu vois oui, ce que oui, je veux dire? complètement. En fait, quand on est en hypnose, c'est un état de relaxation profonde. Et moi, j'étais pas sûre de vraiment y arriver parce que j'avais déjà fait une fois de l'hypnose de rue et ça avait pas marché du tout. Le gars, il était dégoûté et, et moi, je voyais rien de ce qu'il me demandait de voir. Donc, j'étais pas sceptique. Je pensais que ça pouvait me relaxer. Je me disais que ça pouvait pas me faire de mal. Au pire, ça me relaxerait. Ouais. Et finalement, en fait, à force d'entraînement, je pars de plus en plus vite. Et il y a très souvent soit des moments dont je me rappelle très très flou, soit plein de moments où je sais même pas ce qu'on a dit. Ah Euh, ouais. ouais, ça, en fait, par exemple, il y a une relaxation qu'il faut faire tous les jours et elle est assez longue, elle dure 25 minutes. Et, euh, et à chaque fois que je la fais, il y a un moment, je sais pas ce qu'elle a dit. Et pour autant, comme si je dormais en fait. Pour autant, au moment où elle fait le truc de sortie, où elle compte à rebours pour qu'on se réveille, et ben, elle, en fait, je me réveille d'un coup, comme ça, comme si, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qui me parle? C'est fou. Donc en fait, je pense que ça marche quand même, enfin ça travaille, pendant ce temps-là. Mais c'est vraiment un travail de oui, de lâcher prise, de relâchement et d'arriver à se relaxer vraiment, vraiment profondément. En fait, on est quasiment dans le sommeil, on est dans l'état où on est un peu, entre quand on s'endort et qu'on somnole et que on peut en ressortir facilement. On dormait pas encore vraiment, mais qu'on est un peu entre les 2. Et donc c'est un mélange entre cet état-là de relaxation très profonde et puis tout ce qui est un peu automatisme quand on conduit et que on arrive à un endroit et parce que c'est un trajet qu'on fait souvent et en fait on ne sait pas comment on est arrivé là, on ne sait pas si on a mis le clignotant ou pas et bah en fait c'est un mélange entre ces deux trucs-là. C'est pour ça qu'il faut beaucoup s'entraîner parce qu'il faut que ça devienne un automatisme et que notre cerveau il sache comment trouver le chemin rapidement vers la détente parce que bon, c'est pas le plus facile du monde de se détendre une fois qu'on a des contractions, quoi. Ça, L'avantage, c'est que moi, clair. j'ai de l'entraînement. Du coup, je peux m'entraîner à faire la relaxation, l'hypnose avec des contractions.
Ouais, du coup. Bon, ok. Donc, ce deuxième projet physio est très bien préparé. Et, euh, et après cet accouchement, comment tu appréhendes ce deuxième postpartum? Alors forcément, c'est quand même un petit stress, la dépression du postpartum. Après, j'ai j'ai fait ce que j'ai pu pour que ça se reproduise pas. Donc j'ai fait une thérapie. J'ai identifié voilà les raisons qui ont pu déclencher ça. Euh, et puis j'ai travaillé aussi sur ce qui avait été difficile. Par exemple, la création du lien. Là, j'ai fait du yoga prénatal. J'avais fait du yoga pour la première grossesse, mais c'était pas un cours prénatal. C'était un cours normal et elle adaptait les postures pour que je puisse les faire avec la grossesse. Donc c'était bien pour mon corps parce que j'avais beaucoup de douleurs. J'étais suivie par un kiné toutes les semaines. Mais ça m'aidait pas du tout à faire du lien. Là, ça m'a énormément aidée. J'ai eu beaucoup de déclics grâce au yoga. Notamment le fait que avec une deuxième grossesse, quand on a l'aîné qui prend beaucoup de place, moi je suis en congé parental, donc je m'en occupe tout le temps. Et ben, c'est difficile de faire de la place pour ce deuxième bébé. Quand c'est le premier, on a un peu que ça à faire, surtout que moi j'étais arrêtée. Donc ben, ma vie tournait autour de la grossesse. Et là, c'est différent. J'ai une petite fille qui réclame de l'attention. Et je me suis rendu compte avec le yoga, quand on me disait ton bébé, et ben en fait, je pensais à Bérénice. Ah oui. On me parlait de mon bébé dans le ventre. Et en fait, mon bébé, c'était Bérénice. Parce que j'avais pas encore fait de lien avec le bébé dans mon ventre. Et maintenant, ça y est, c'est fait. Ce lien, il est fait. Et ma vision de Bérénice a aussi évolué. Je la vois plus comme une petite fille. Elle grandit aussi beaucoup en ce moment. Elle évolue beaucoup. Donc, ça aide aussi à faire de la place. Mais voilà, il y a eu plusieurs choses comme ça qui m'aident à appréhender ce postpartum de manière plus positive. Et puis, je sais aussi que si j'en repasse par là, ben, j'aurai les bons réflexes, je saurai aller me faire accompagner. Je sais que ça passe et que je serai capable de passer au-delà. Et qu'après, ça ira bien. Et voilà. Eh ben, je te souhaite qu'il y ait autant de positifs par rapport au premier postpartum que par rapport à la première grossesse, pour cette grossesse-là. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Oui, j'ai compris. Merci. Et j'aurais une toute dernière question. Si tu pouvais changer une seule chose dans notre société, ça serait quoi? Alors, c'est une question difficile, mais je pense que ce serait la communication et l'écoute. Je me dis que s'il y avait plus de personnes qui arrivaient à communiquer sur ce dont elles ont besoin, sur comment elles se sentent, et à l'inverse, plus de personnes qui écoutent sincèrement, sans se sentir jugées, juste qu'ils sont à l'écoute dans les deux sens. Si tout le monde essayait de se comprendre plus, bah, il y aurait moins de problèmes. Il y aurait beaucoup de choses qui seraient plus simples si la communication, la compréhension mutuelle était améliorée. Vaste sujet. Oui. Merci beaucoup Clémence. Merci à toi. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et que l'histoire de Clémence t'aura fait te sentir moins seule ou t'aura, comme ce fut mon cas, émue. Clémence est l'incarnation de l'adage qui dit que chaque grossesse est différente, mais aussi de celui qui dit prends d'abord soin de toi-même pour pouvoir prendre soin des autres. Je t'attends donc sur mon compte Instagram pour discuter de cet épisode. Je te mets le nom dans la description.
En attendant, pour m'aider à promouvoir ce podcast, je t'invite à me mettre une note et un commentaire sur les plateformes proposant cette possibilité et surtout, à partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une maman de plus. Sur ce, à très vite!